Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur l'extension Lords of Middle-earth pour le jeu War of the Ring publié par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, on va voir les nouveaux personnages des méchants. D'abord, vous avez ce que le jeu appelle deux versions alternatives de gens qu'on connaît assez bien. Vous avez une version alternative du Witch King, puis une version alternative de la bouche de Sauron. Alors, la version alternative du. Puis là, ces extensions-là explorent toutes sortes de. On va appeler ça des what if là, dans le langage commun. Là. Elle explique toutes sortes d'avenues potentielles que l'histoire aurait pu prendre par rapport à ce qui a été écrit. Là. Fait qu'évidemment, dans les films puis le livre, le Witch King est très, très focusé sur le militaire. Et la version alternative du Witch King explore une réalité alternative où ce dernier décide de se consacrer un petit peu plus à la traque de l'anneau plutôt que de mener des armées. Là. Puis l'un n'empêche pas l'autre, on va y revenir. Là. Fait que comment vous pouvez amener en jeu, puis ça, c'est définitivement de tout ce qu'on va voir dans l'extension, là, c'est définitivement, selon moi, ce qui avantage le plus le Shadow Player. Je pense que l'extension est équilibrée, là, mais dans tous les changements, Smeagol a une petite tendance favorable pour les peuples libres, mais le Witch King alternatif est tabarnak. D'abord, pour l'amener en jeu, il faut que le Fellowship, dans le fond, ait quitté Rivendell. Là, c'est une façon de voir ça, là, mais le Fellowship ne doit pas être dans une forteresse des peuples libres. Fait que si ça niaise au début, là, puis ils sont à Rivendell, puis ils bougent, puis vous êtes bad luckeux comme Shadow, ça peut prendre un crise de bout, voire même il peut être trop tard à un moment donné par le temps. Ça arrive des games même où le Fellowship finit par se rendre à Lorien, là, il se déclare en Lorien, puis là après ça il continue d'avancer. Ça se peut qu'à un moment donné il soit trop tard, tu sais. Mais bon, puis à l'inverse, ça se peut que la première fois qu'il bouge, si vous êtes chieux, puis vous le spottez, puis il apparaît ici, puis tout de suite après, vous êtes capable de faire entrer le Witch King, chef des Nazgûl. Ça vous prend juste un dé de muster pour le faire arriver, et il vous donne un dé de plus. Comme la version du Witch King normal, il vous donne un dé de plus. Fait que des fois, on peut l'amener en jeu quasiment plus vite que Saruman, ce qui est un peu incroyable. Euh, bon, voici. Ouais, là, c'est deux gros crises ben, il y a trois avantages essentiellement. Là. Fait que là, admettons que ça c'est arrivé, j'ai spoté le Fellowship, je le fais apparaître ici. D'abord, il compte comme un Nazgûl. Puis quand on le fait apparaître dans la région du Fellowship. C'est pour ça le prérequis qu'il faut que le Fellowship soit pas dans une forteresse des peuples libres, parce que les Nazgûl n'ont pas le droit de rentrer là en temps normal, à moins que ce soit assiégé. À partir du moment où il est là, ben, c'est un fucking Nazgûl. Fait qu'il donne un reroll sur le hunt comme un Nazgûl le ferait en temps normal. Ça, c'est son premier avantage. Deuxième avantage, si le Fellowship décide, par exemple, normalement on fait ça pour s'enlever les Nazgûl du cul, là. Si le Fellowship, mettons, est à 1 de progression, puis au début de son tour décide de se déclarer ici, ben vous pouvez automatiquement le suivre avec le Witch King. C'est l'habilité qu'il appelle, que j'adore. He sees, he knows. Il voit, il sait. Alors, dès que le Fellowship est déclaré dans une région qui n'est pas une forteresse des peuples libres, parce qu'encore là, les Nazgûl ne peuvent pas rentrer là, vous pouvez automatiquement bouger le Witch King dans cette région-là. Puis l'autre gros crise d'avantage, vous ne serez pas en reste sur la pige de cartes, mais dès qu'il est dans la même région que le Fellowship, comme Shadow, à chaque fois que vous jouez une carte character, vous repigez une carte character. Ah, c'est bon, Chris, c'est pas sans rappeler l'habilité du Witch King militaire là, qui permet justement de passer des cartes dans votre deck. Là, c'est spécifique aux cartes de character, là, mais sacrement, ouf! On va vous dire, avec cette extension-là, là, une détection précoce du Fellowship, là, ça vous complique la vie en sacrament. Mais il y a Smeagol pour compenser. Vous voyez comment tous les trucs euh, de l'extension là, fit un peu ensemble. Là. Il bouge illimité comme n'importe quel Nazgûl. Il a une valeur de leadership. Il peut toujours se retrouver à accompagner une armée. Mais bien évidemment, c'est pas ça sa job principale. Et il ne compte même pas, c'est écrit dans le bas, il ne compte même pas comme un minion. Pour être capable de jouer Gandalf le Blanc, il doit avoir au moins un minion des méchants qui sont en jeu, mais la version du Witch King, Chief of the Ring Wraiths, ne compte pas comme un minion pour ça. Fait que quand même, par contre, il est considéré comme étant le Witch King pour toutes les cartes qui font référence au Witch King, évidemment. Puis la cerise sur le Sunday, c'est même pas un choix déchirant, je vais le dire comme ça. Mais une fois dans le game, vous pouvez remplacer ce Witch King-là par le Witch King militaire ou
le Witch King militaire par ce Witch King-là. Une fois dans la game. Vous n'allez pas jouer au fou comme ça, là. Il change de job juste une fois dans une game, là. Fait que typiquement, l'inverse est possible. Mais typiquement, au début, c'est tranquillos un peu au niveau militaire. Vous n'avez pas besoin du Witch King militaire. Fait que surtout si le Fellowship est détecté assez tôt, vous allez jouer cette version-là du Witch King. Puis à un moment donné, là, admettons que le Fellowship se déclare en Laurienne. Que j'ai fait là? Si je vous avais dit qu'il y avait des automatismes ça vient d'assiéger la Laurienne automatiquement. Je vous avais dit qu'il y avait des automatismes dans le module TTS, en tout cas. Admettons que le Fellowship se déclare dans Laurienne, puis votre pauvre Witch King est ici, puis il attend, puis il se tourne les pouces, puis il dit ah, je suis triste, esti, puis là, le joueur des peuples libres continue d'avancer, puis il n'est pas détecté. Mais à un moment donné, vous pouvez dire j'en ai assez, je joue un autre muster, puis je le remplace par la version militaire. Puis là, on va aller tabasser du Free Peoples, esti, à Minas Tirith, à Helm's Deep ou whatever. Fait que c'est fort en crise. C'est le changement le plus fort pour le joueur du Shadow, là, c'est clair. Euh, Ça vous donne le dé fucking tôt. En fait, vous êtes capable. Tu sais, le joueur du Shadow, souvent, le dé de Saruman, il est facile, puis il n'y a pas d'impact. Le dé du Witch King militaire, on se retient toujours un petit peu parce que ça active toutes les nations des peuples libres. Fait qu'une fois que vous amenez le Witch King militaire, là, faut pas que vous ayez deux pieds dans la même bottine, là. Mais là, vous êtes capable d'amener celui-là, ça n'a à peu près pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences néfastes, en fait, ou presque, là. Euh, Puis Steve va vous retrouver avec 9 dés dans le temps de le dire. C'est bon en sacrament. Fait que version alternative du Witch King en vente dans tous les bons magasins. L'autre personnage qui a sa version alternative, c'est la bouche de Sauron, que vous pouvez toujours jouer si le Fellowship est rendu à Mordor, comme sa version originale, ou vous pouvez la jouer si le joueur des peuples libres a un point de victoire ou plus. Même principe, ça coûte un dé d'action de muster, puis vous pouvez le jouer dans n'importe quelle région qui contient un stronghold, une forteresse de Sauron qui n'est pas conquise. Dans le cas de cette version-là de la bouche de Sauron, c'est vraiment une ou l'autre. Vous allez devoir choisir entre la version originale et cette version-là. Contrairement au Witch King, vous ne pouvez pas faire de swap en cours de route. Une fois que vous avez choisi, vous dites adieu à l'autre version pour de bon. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on voit? Trois de valeur de déplacement, comme sa version normale. Deux de valeur de leadership, comme sa version normale, je crois aussi. Yes. Vous pouvez comparer ici, là. Fait que la version normale a une autre façon d'être amenée en jeu. C'est pas Free Peoples, un point de victoire ou plus, c'est toutes les nations des peuples libres en guerre. Mais ici, si le joueur des peuples libres s'énerve puis a conquis certains de vos endroits, là, c'est un trigger pour amener la bouche de Sauron. C'est ce qui vous procure encore votre 10e dé. Ça change pas. Maintenant, deux subtilités au niveau de son habileté. La première, s'il est avec une armée qui est en train de faire un siège, vous pouvez automatiquement extensionner la bataille d'une round sans être obligé de réduire une élite. Pas besoin de moulinetter une élite pour poursuivre une bataille d'une round, mais maximum une fois par action. Vous pouvez pas faire ça ad vitam aeternam, mais n'empêche, quand lui est là, ça vous permet, dans le fond, dans un siège où vous avez une avance confortable, là, de faire deux rondes de combat sans vous soucier d'avoir à perdre des élites. Puis l'autre chose, toujours s'il est avec une armée, mais cette fois s'il est avec une armée n'importe où, vous pouvez utiliser une fois par tour un dé d'action muster, puis le changer en dé d'action character, puis l'utiliser avec cette armée-là, le dé d'action character que vous venez de changer. Fait que ça demeure la thématique. Là, la version originale permet de prendre un dé d'action muster puis le transformer en dé d'action d'armée puis de faire ce que vous voulez avec. Celui-là, c'est un petit peu plus restrictif, mais dans les deux cas, c'est pour rentabiliser vos dés d'action muster qui souvent en fin de game servent à calissement rien. Très intéressant, des belles versions alternatives de ces affaires-là, là, puis je vous épargne le flavor, mais tu sais, dans le livre de règles, il y a toujours un petit flavor qui dit justement what if. Voici ce qui est arrivé dans l'histoire, mais est-ce que la bouche de Sauron aurait pu, par exemple, endosser tel type de rôle? Très intéressant. Ensuite, vous avez deux minions. Je pense qu'ils appellent ça des lesser minions. Justement, ce ne sont pas des. Parce qu'elles ne sont pas considérées dans les deux cas des minions. Encore là, pour les faits de jouer Gandalf de White, là, autant le Balrog que Gothmog, le lieutenant de Morgul. Et la grosse particularité de ces deux Lesser Minions-là, c'est qu'ils viennent avec un dé spécial. Oh Christ, là on est excité en sacrement. Des nouveaux dés avec des symboles qu'on connaît, esti, mais des nouveaux dés, so what the fuck?
Quand vous amenez en jeu un de ces deux bonhommes-là ou ces deux bonhommes-là, vous allez ajouter leur dés dans les dés que vous allez brasser au début du tour. Fait que vous allez brasser vos dés comme d'habitude, et incluant ces dés-là, ils vont tomber sur certaines faces qu'on va regarder ensemble. Comme je dis, il y a des faces là-dedans qui sont très familières, qui vous dépeigneront pas. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu spéciales. Le point, c'est que, bon, si vous brassez seulement un dé, c'est clair que c'est ce dé-là que vous allez choisir. Mais si vous brassez plus qu'un dé de ce type-là, parce que les gentils vont en avoir aussi, vous me voyez venir, là. Si vous brassez plus qu'un dé de ces gentils-là, vous devez choisir un des dés que vous avez brassé. Vous ne pouvez pas toutes les garder. Fait que contrairement à vos dés d'action que vous brassez et que vous gardez toutes, les dés spéciaux, là, les dés des Lesser Minions, vous devez en choisir un des deux à garder. Il y a des yeux sur ces dés-là. Si au moins un des dés a brassé un œil, vous devez choisir un dé qui a brassé un œil pour garder. Fait que vous n'avez pas le choix. Fait que supposons, là, finir par le trouver, là. Bon, exactement dans une situation comme ça, j'ai brassé le dé de Gothmog, j'ai pogné un œil, j'ai brassé le dé du Balrog, j'ai pogné la face du Balrog, je suis obligé de prendre l'œil de Gothmog dans ce cas-là. Si au moins un des dés a brassé un œil, vous, puis si les deux dés ont brassé des yeux, vous choisissez. Puis ça peut avoir une conséquence, comme on va le voir dans 2 secondes. Euh, ta, ta, ta. Pour choisir le dé, si jamais il y a les deux, ah ben moi ça dépend quel dé tu vas choisir, nanana. Pour choisir les dés, c'est le joueur qui a brassé le plus de dés au total qui choisit en premier. Puis en cas d'égalité, c'est le joueur des peuples libres qui choisit en premier. Autrement, une fois que le dé est choisi, vous le collissez avec vos, à moins que ce soit un œil, que là il s'en va dans la huntbox. Mais sinon, vous le gardez avec les dés que vous avez brassés. Puis ça compte comme votre nombre total de dés d'action que vous avez là, pour les faits. Est-ce que je peux passer, oui ou non? Est-ce que j'ai plus de dés que mon adversaire, oui ou non? Donc, vous collissez tous vos dés en avant de vous autres, comme d'habitude, incluant les dés spéciaux. Maintenant, qu'en est-il de Gothmog? Sauron doit être en guerre, Minas Morgul ne doit pas être conquise, si bon. Et le Witch King, le Black Capitaine, ne doit pas être en jeu. Fait que la version militaire du Witch King ne doit pas être en jeu. Si toutes ces conditions-là sont vraies, fait que lui, il va vous l'amener en jeu avant que vous vous branchiez d'amener en jeu le Witch King version militaire. Ça prend un dé de muster, puis vous le mettez en jeu à Minas Morgul. Il y a 3 de valeur de déplacement, il y a 1 de valeur de leadership. Son action spéciale est quand même cool. S'il est avec une Shadow Army dans une région qui est libre, là, donc qui n'est pas assiégée là, essentiellement, là, vous pouvez utiliser un dé d'action muster pour recruter on the spot, soit une unité régulière de Sauron ou remplacer une unité régulière de Sauron avec une unité d'élite. On sait que des fois, quand il y a des sièges qui vont mal, d'être capable de faire ce genre de choses-là pour remplumer un petit peu une armée, là, sans être obligé d'amener des renforts à l'autre bout du monde puis de les faire se déplacer, ce qui souvent veut dire la fin de la game quasiment si vous êtes le joueur du Shadow, parce que vous allez perdre tellement de dés que ça va être épouvantable. D'être capable de recruter on the spot, c'est bon en crise. Son dé est éliminé automatiquement si le Witch King euh, version militaire entre en jeu. Puis quand on dit que son dé est éliminé, vous ne l'enlevez pas tout de suite s'il est devant vous. Mais quand va venir le temps de ramasser vos dés là, au début du tour, là, puis de dire bon ben qu'est-ce que je vais brasser au prochain tour, là, si le Witch King version militaire est arrivé, vous dites adieu à ce dé-là. Mais quelles sont donc les phases de ce dé-là? Alors, il y a un œil, puis l'œil, on remarque qu'il y a une étoile. OK, puis c'est pas banal, on va y revenir. Fait qu'il y a un œil, un symbole d'armée, comme d'habitude, un symbole d'armée avec une étoile, un symbole de muster, un autre symbole de muster, et ce nouveau symbole-là qui veut dire piger une carte. C'est comme une version boboche du palantir ou de la boule de cristal. Ça, c'est piger une carte spécifiquement. Vous ne pouvez pas jouer une carte avec ça. Vous pouvez juste piger une carte. Qu'en est-il des deux faces avec une étoile? Ben, quand vous jouez une des deux faces avec une étoile, que vous ayez été obligé ou non, parce que l'œil, je rappelle que vous pourriez être obligé de jouer l'œil dans certains cas. L'armée, si je brasse l'armée avec une étoile comme ça, puis j'ai le Balrog en jeu, puis je brasse la face du Balrog, je peux choisir consciemment la face du Balrog, puis pas utiliser la face avec une étoile, parce que la face avec une étoile, là où c'est bad, c'est que après avoir utilisé un dé avec une face avec une étoile, dans les deux cas, là, le Balrog et Gothmog, si le Witch King est en jeu, n'importe quelle version, le dé décalisse.
Alors, vous essayez de survivre le plus longtemps possible parce que, bon, le Witch King militaire, ça va prendre un petit bout avant que vous l'ameniez, peut-être, mais ce Witch King-là, typiquement, on l'amène assez vite. Fait que si on a amené ce Witch King-là assez vite, puis qu'on a amené Gothmog assez vite, ben, on espère de pouvoir utiliser Gothmog le plus longtemps possible avant de pogner une étoile, parce que le dès que vous utilisez un dé avec une étoile, après l'avoir utilisé, le dé s'en va pour le reste de la game. À noter que Gothmog lui-même ne crisse pas son camp. Et même principe, si le Witch King militaire arrive en jeu, Gothmog lui-même ne crisse pas son camp, mais son dé n'est plus là. C'est sûr qu'il a une moins grande valeur, là. Puis là, on se retrouve pour la première fois avec beaucoup aussi de. Ben beaucoup, deux, trois, là. Mais on se retrouve avec d'autres minions qui se déplacent à pied, là. Tu sais, Gothmog, il vole pas comme un Nazgûl, puis ça va pas n'importe où, là. C'est le même principe à ce moment-là que la bouche de Sauron dans le jeu de base. Le Balrog est un petit peu plus subtil. Lui aussi vient avec le dé. Tout ce que j'ai expliqué par rapport au dé, c'est correct, là. Le Balrog, vous pouvez l'amener en jeu. C'est premier dé que vous utilisez de la fucking game. Ok, c'est un peu fou, là. Fait que vous pouvez utiliser un dé d'action de Muster pour jouer le Balrog en Moria. Puis si la Moria n'a pas été conquise et n'est pas assiégée, vous pouvez aussi recruter une unité de Sauron, qui peut être élite à ce moment-là en Moria. Quand même intéressant. C'est sûr que ça excite les elfes puis les nains un petit peu de voir apparaître, c'est pas subtil, là. Euh, une bébite grosse comme un gratte-ciel dans un monde de même, là. C'est pas très subtil. Fait que les elfes et les nains avancent d'une step sur la traque politique quand vous faites ça, là. Le Balrog, par défaut, est inactif. On voit qu'il y a un niveau de 0. Il y a une petite tuile aussi pour vous en rappeler. Alors, il est immobile par défaut dans la Moria. On y revient. Il y a 3 de valeur de leadership, par exemple. Puis bon, son premier rôle, c'est de c'est de compliquer sérieusement, comme dans la vraie vie, le passage dans la Moria. Fait qu'une fois que vous allez le call ici en Moria, c'est écrit ici, là. Alors, dès que le Fellowship est révélé ou est déclaré, donc qu'elle soit révélée ou déclarée, c'est important, qu'elle soit révélée inconsciemment par une tuile de Hunt ou qu'elle soit déclarée consciemment par le joueur des peuples libres, ça n'a pas d'importance dans le cas du Balrog, et que le Fellowship bouge à travers, à partir de, dans ou demeure stationnaire dans la région qui est occupée par le Balrog, vous pigez une tuile de Hunt. Normalement, là, dans le jeu de base, si vous n'êtes pas, mettons que vous êtes ici, là, puis vous bougez de 1, vous bougez de 2, vous bougez sur la traque, là, vous bougez de 3, vous bougez de 4, ben, si vous voulez, là, vous dites au début de votre tour, je me révèle, oups, plus par ici, là, je me révèle et je passe à travers la Moria et ni vu ni connu. Ça, c'est un Shadow Stronghold, that's it. Mais si le Balrog est ici, même si vous l'avez fait en vous pensant caché, puis que vous avez, dans les faits, vous avez dit à votre adversaire, je passe ici, 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 puis j'arrive ici, puis je reset mon progrès à 0. Si le Balrog est là, vous allez piger une tuile pareil. Alors, il complique beaucoup le passage dans la Moria, puis c'est 10 fois pire. Si vous arrêtez dans la Moria, vous allez piger une tuile, puis après ça, si vous redécollez de la Moria, vous allez piger une tuile. Tout ça, même si vous êtes caché, là. Qui complique sérieusement le passage dans ce lieu. Vous ignorez les reveals, par exemple, sur la tuile. Tout symbole de reveal est ignoré. Si la tuile est un œil, le Balrog crève et le guide de la compagnie crève. C'est assez flavorful à votre goût, ça, Chris? Comme sur le pont de Khazad-dûm. Donc ça, c'est son effet plus par rapport à la Hunt, on va le dire comme ça, là. Mais c'est aussi une fucking brute militairement. Donc s'il est dans un combat, non seulement il y a 3 de leadership, mais il ajoute 2 à la valeur de combat de l'armée du Shadow. Fait que le Balrog, en étant recruté, là, j'ai-tu accès facilement? Oui, ça c'est pas si pire. T'sais, vous recrutez le Balrog ici, puis vous amenez une unité d'élite en même temps, là. Ben, juste le Balrog avec ces 3 petits bonhommes-là, là, c'est 5 de dés de combat lancés avec 3 rerolls. Tabarnak, ça a l'air d'une armée boboche, ce style d'affaire-là, là, mais c'est une armée qui lance 5 dés avec 3 rerolls. C'est une hostie de brute sans surprise en combat. Maintenant, qu'en est-il de son fucking dé? Alors, il y a une face de Balrog, on y revient. Une face pour piger une carte. Un autre face de Balrog, on y revient. Un œil avec une étoile, même principe. Un muster. Et un character die avec une étoile. Donc, lui aussi a deux faces avec une étoile. Si un dé avec une face avec une étoile est joué et que le Witch King, n'importe quelle version est en jeu, le dé décalisse, même si le Balrog lui-même demeure là.
Sa tronche de Balrog, ce que ça fait, c'est que là, quand vous pognez ça la première fois, vous allez flipper ce token-là. Et là, soudainement, le Balrog devient mobile. Il est considéré maintenant comme ayant un niveau de 2. Là. Il peut se déplacer de 2 cases à partir de maintenant, selon les règles normales. Il n'est plus immobile, les 2 pieds dans le ciment, dans la Moria. Et quand il est actif et que vous pognez une face de Balrog, vous pouvez soit bouger une armée avec le Balrog, attaquer avec une armée qui contient le Balrog ou bouger le Balrog tout seul. Puis une fois que le Balrog est considéré actif, le joueur des peuples libres peut utiliser un Will of the West pour le recalisser inactif, ou un dé de Character pour faire la même chose si Gandalf est dans la même région que le Balrog. Encore là, c'est très flavorful. Et si jamais le Balrog devient inactif, ah oui, donc ça map, mon gros. Fait que là, supposons que le Balrog était actif, puis là, je me suis excité le poil, le style, puis je l'ai amené ici avec une armée, puis je me préparais peut-être à venir assiéger Rivendell. Euh, ben là, si jamais il devient inactif, dans le fond, s'il devient inactif puis il n'est plus dans Moria, il crève. On l'enlève du jeu. Là. Fait que, il est excité, là, il fait de l'exercice puis il est bien content. Là. Mais si jamais quelqu'un, justement, le joueur des peuples libres, utilise un Will of the West ou Gandalf se trouve dans la même région que le Balrog puis utilise un dé de character puis le Balrog redevient inactif, à ce moment-là, c'est terminé pour lui. Mais comme Gothmog, il peut avoir un cas où vous perdez le dé du Balrog, mais que le Balrog demeure en jeu. Ça, c'est toujours une possibilité. Fait que je pense que ça fait le tour. Puis il y a une nouvelle carte qui est associée au Balrog. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller la repêcher du deck. Alors la voici. Balrog Escom, vous pouvez jouer ça uniquement si le Balrog de Moria est en jeu. Vous activez le Balrog, fait que vous flippez son marker. Dans le fond, là, la carte fait la même chose. Ouais, exactement. La carte fait la même calice d'affaires que cette face-là ici. Alors, vous activez le Balrog. Il devient niveau 2 quand il est actif. S'il était déjà actif, vous pouvez à la place bouger ou attaquer avec une armée qui inclut le Balrog ou bouger le Balrog tout seul, puis vous avez le rappel que le Balrog est éliminé si jamais il n'est pas dans la Moria quand il devient inactif. Alors voici un exemple de carte qui remplace la carte du jeu de base qui simule la présence du Balrog. Là, on n'a pas besoin de simuler la présence du Balrog. Le Balrog existe maintenant. Il y a sa figurine, il y a sa carte, il y a son dé, il y a sa tuile. Il y a vraiment tout son ticket à lui. Là. Alors, Là, je m'étais dit, je gardais ma review pour la fin. C'est bon en Chris. C'est bon en Chris. 2 versions alternatives de character, dépendamment de votre focus. Ces dés-là, c'est un hostie de bonne idée. C'est pas une super grosse charge mentale de plus, parce que même si vous avez les 2 dés, vous allez devoir en choisir un. Fait qu'au final, ça vous donne peut-être un dé de plus euh, pour une coupe de tour, parce qu'éventuellement, vous allez pogner l'étoile, puis le dé va décoller, mais vous en profitez pendant que ça passe. Puis des fois, vous allez garder le dé pendant une crise de bout. Puis c'est intéressant aussi. Puis les habiletés de ces bonhommes-là sont intéressants. Puis le Balrog vient ajouter du piquant dans ce raccoin-là. Là, tu sais, un raccoin où on voit pas tant d'action que ça. Euh, Fait que vraiment, là, intéressant ces nouveaux personnages-là. Pour les méchants, manquez pas le prochain vidéo, vous me voyez venir. Les nouveaux personnages gentils dont les peuples libres vont avoir bien besoin pour contrer ces nouveaux méchants-là. À plus!